Bien, bonjour à toutes et tous pour cette cérémonie des vœux de 2017 de notre commune de La Faute-sur-Mer. Merci à Sylviane Multot, notre députée de la Vendée. Merci à Brigitte Hibert, notre conseillère départementale de notre canton, parce que ça, je ne suis pas certain que tout le monde ait encore intégré que notre canton était le canton de Mareuil-sur-Lay. Merci Brigitte. Moi j'ai la chance, vous voyez, en accueillant une élue nationale et une élue départementale, saluer deux femmes. Je trouve que c'est moderne. Enfin, la Vendée prend un élan nouveau et c'est un plaisir de vous saluer. J'excuse en même temps Marcel, puisque Marcel est également conseiller départemental de notre canton, mais il m'a annoncé qu'il ne pouvait pas être là. Merci au maire et élu de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Je vous reparlerai de Sud Vendée Littoral tout à l'heure. Mais je salue à propos des maires quand même les conseils municipaux de notre territoire, au sens large du terme, et je salue en particulier ceux qui sont venus du plus loin, alors, certes avec Brigitte, mais je salue ici le maire de Péau, Lisiane Moreau, et le maire de Ronay, Jean-Yves Clotour. Je reparlerai du Ronay tout à l'heure, Jean-Yves, je te l'ai dit. Salutations amicales à l'équipe municipale, aux adjoints, aux conseillers municipaux délégués, aux conseillers municipaux. Salutations aux membres du Conseil des sages. Jean-François en anime le collectif. Salutations aux présidents et bénévoles associatifs, nombreux ce soir. Aux acteurs économiques, j'ai même vu des restaurateurs que je salue qui ont pu venir ce matin. Beaucoup d'autres sont déjà au travail. Artisans, commerçants, acteurs de la santé, ADMR. J'ai vu également les bénévoles de l'ADMR ici présents. Et puis, salutations, cher Guy, cher père de Monchy, qui a pu ce matin se libérer. Alors, mes remerciements naturellement aux agents communaux qui sont là-bas, qui forment la garde, qui, au-delà de la garde ce soir, sont au quotidien au service dans notre commune pour son embellissement et sa valorisation. Merci aux équipes de la gendarmerie, Didier Lecru, Muriel de Harbes, et puis Bruno Vivier, que j'ai aperçu. Bruno, bonjour, commandant de notre centre de secours de l'Aiguillon à La Faute. Quelques excuses pour commencer cette longue série de Bruno Retailleau et de Yves Auvinet, président de région et président de département, d'Anne-Marie Coulon, qui est la présidente de l'Amicale des maires, qui par ailleurs aurait voulu venir, je l'ai vu hier, mais il y a d'autres vœux dans plein de communes en ce moment, et elle n'a pas pu être avec nous, et notamment elle est au vœu de Jean-Étienne, que j'excuse, notre président de l'ancienne communauté de communes, qui fait ses vœux en même temps, à la même heure, ce qui a capté un certain nombre de maires, et je remercie en même temps les adjoints, les conseillers municipaux. Je vois Trieste, je vois Saint-Michel, je vois naturellement l'Aiguillon, Maurice, mais ils ont eu la gentillesse d'envoyer des adjoints et des délégués. Merci à eux. Bienvenue donc à vous toutes et tous en ce début d'année pour la rencontre conviviale des vœux. Non, la rencontre, elle est bien celle-là. J'essaierai de ne pas faire la même dimanche prochain, parce que on a le repas des aînés et on fait à chaque fois très attention. 2016 est désormais, mais vous voyez, en même temps, il faut sourire de nos propres blagues. Ça déstresse, voilà. 2016 est désormais derrière nous, et je laisserai le soin à Laurent, je l'en remercie, de nous en retracer les éléments les plus marquants. Il le fera en plus en images. Et puis je tenterai de vous proposer un fil conducteur pour 2017 dans la deuxième partie. Mais d'abord ici, parce que c'est la cérémonie de vœux, il faut commencer par ça. Au seuil de cette nouvelle année, je forme pour vous toutes, pour vous tous, pour vos familles, pour vos proches, mes meilleurs vœux, ceux de l'équipe municipale, ceux de ses agents, tous nos vœux donc à toutes celles et ceux qui, acteurs économiques, associatifs, bénévoles, concourent à une vie rayonnante dans notre belle presqu'île et dans notre territoire. Merci donc pour votre présence, et je laisse maintenant le soin à Laurent de nous présenter l'exercice 2016. Les années passent. Une histoire de vieux.
Mesdames et... Pas tant que ça. Je fais jeune. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un réel plaisir que la municipalité et moi-même vous accueillons ce jour pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cette période est évidemment un moment privilégié qu'il faut préserver. Cette cérémonie des vœux est aussi, par tradition, l'occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions et événements de l'année écoulée, avant que, tout à l'heure, Monsieur le maire dessine les contours des projets municipaux pour l'année à venir. Je ne peux commencer sans avoir une pensée pour nos concitoyens décédés durant l'année écoulée et pour leurs familles. Mes souhaits de bonne santé, de bonne année, de bonne santé, de réussite dans tous vos projets vont à chacun d'entre vous. Ainsi qu'à l'ensemble de la population, avec une pensée particulière évidemment pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladies, de solitude ou d'isolement. Je souhaite pour eux que cette année 2017 leur apporte réconfort et quiétude. Monsieur le maire, cher Patrick, c'est à moi que reviennent l'honneur et le plaisir de te présenter au nom de tous les membres du conseil municipal nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans tes projets municipaux ou familiaux, et surtout de santé à toi ainsi qu'à Sylvie, et évidemment à tous ceux qui vous sont proches. Avant de faire ce bilan de l'année écoulée, j'aimerais devant vous rendre hommage particulier à notre maire. Patrick, qui mieux que moi peut témoigner de ton dévouement, de ton engagement, de ton énergie, de ta disponibilité, de ton implication dans la vie communale ou intercommunale. Aucun de tes dossiers ne te fait peur. Tu insuffles à toute notre équipe pugnacité et ténacité. Parce qu'être élu, être maire, adjoint ou conseiller municipal demande aujourd'hui une disponibilité conséquente. C'est ne pas compter ses heures au bureau, mais également au cours des réunions ou des commissions indispensables et souvent interminables, que ce soit au niveau communal ou intercommunal, mais ces réunions, sachez-le, sont essentielles pour la démocratie et pour qu'elles puissent vivre. C'est pour toi également de nombreux rendez-vous à honorer afin de défendre les intérêts légitimes d'une commune qui a anormalement souffert et qui, disons-le, est anormalement traitée et peu aidée. Par certains groupes d'assurance notamment, qui oublient littéralement les obligations originelles qui sont les leurs, peu aidée aussi par l'État, qui oublie parfois la bienveillance qu'il doit à notre commune, au profit de l'obsession qu'il a de sa propre déresponsabilisation en nous opposant trop souvent des méandres réglementaires de son administration centrale, dont le dernier des sujets, on le voit bien, est d'avoir de l'empathie pour les intérêts particuliers des administrés de notre village. Pour ceux qui auraient du mal à suivre ma phrase un peu compliquée, ça veut dire, et c'est facile je sais, mais ça veut dire ras-le-bol des technocrates. Cher Patrick, les réponses satisfaisantes sont parfois difficiles à obtenir, mais tu sauras les trouver, comme d'habitude je t'y aiderai avec enthousiasme, comme toute l'équipe municipale dans ton sillage. Alors par ma voix, nous te renouvelons notre confiance, notre soutien, et à ce sujet, j'aimerais apporter une pensée et un grand remerciement à nos épouses ou époux qui acceptent nos longues absences et restent trop souvent seuls à la maison, le jour, le soir, mais également quelques week-ends. Alors revenons à 2016. Comme les années précédentes, l'activité municipale fut soutenue. 48 réunions du bureau municipal, 9 séances du conseil municipal, 98 nouvelles délibérations prises au cours de l'année, 12 réunions avec les équipes de l'État pour la préparation de son PPRL, des dizaines de séances de travail, de réunions de concertation et de suivi de chantier quand il s'agit des travaux de digues, de la construction du golf, de l'aire de camping-car, des pistes cyclables, du réaménagement des voiries, des portes, et plus généralement, quand il s'agit de tous les travaux réalisés en 2016, qui évolueront encore évidemment en 2017, voire les années suivantes. 11 réunions du Conseil des sages, qui ont pu guider certaines de nos décisions. Ce sont aussi de nombreuses réunions et concertations avec les dynamiques associations de la faute, mais aussi celles de notre commune sœur, l'Aiguillon-sur-Mer. Je vous rappelle qu'il y a plus de membres dans les associations de la Faute-sur-Mer qu'il n'y a d'habitants à la Faute-sur-Mer.
J'en profite donc pour remercier chaleureusement et souhaiter mes vœux de longue vie à toutes les équipes associatives de tout leur bureau. À propos de population, le recensement de la population légale permet à l'INSEE de considérer que nous étions 694 habitants en 2014. Nous déplorons cette année 12 décès. Nous avons célébré un seul mariage et n'avons eu aucune naissance en 2016. Je crois qu'on va couper le chauffage en janvier, février, mars. Bon, l'école ne compte toujours que 32 enfants. Le nombre d'enfants que nous arrivons non sans mal à stabiliser sans pouvoir effacer nos inquiétudes et notre vigilance pour l'avenir. D'autant que nous sommes fiers de l'école parce qu'elle a reçu cette année le label Génération éco-responsable donné par Trivalis qui souligne les actions développées par les enseignants avec les enfants autour de l'environnement. Bravo à eux. Et paradoxalement, et c'était un excellent signe de vitalité à venir, la commission d'urbanisme a vu cette année les demandes de permis de construire augmenter de 22%. Nous avons aussi instruit 77 déclarations préalables, soit une augmentation de presque 50% par rapport à l'année passée. 4 demandes de permis d'aménager furent délivrées, dont un pour l'aménagement de l'accès de la plage des Amourettes et un pour la création de la piste cyclable. Furent délivrés 107 certificats d'urbanisme et nous avons reçu 58 déclarations d'intention d'aliéner. En résumé, les agences immobilières ont vu les volumes de transactions augmenter très sensiblement, ainsi que leur prix, ce qui est un signe véritable de retour à l'appétence d'une population nouvelle pour venir vivre en sécurité à la Faute-sur-Mer et y investir, et nous devons nous en réjouir. J'en profite pour vous rappeler que nous avons adopté ensemble un PLU visionnaire, c'est le plan local d'urbanisme, qui est opposable depuis le 21 décembre 2015. Ceci dit, à l'usage, cette année notamment, nous avons repéré des éléments du règlement qui étaient trop restrictifs pour les propriétaires. Alors nous avons engagé en 2016 une modification du PLU qui a pour objectif d'assouplir les conditions d'implantation des constructions ou des extensions en permettant de les autoriser aussi en limite séparative. Alors les éléments de cette modification simplifiée vous seront disponibles, seront mis à votre disposition du 1er février au 2 mars 2017. Je disais que nous avons créé un PLU visionnaire. Eh bien parce que, oui, entre autres, il nous a permis de suggérer à l'État d'innover, ce qui est rare, et de sortir de sa vision à 3 zones du PPRL, le bleu, le blanc, le rouge, qu'il nous imposait. Si l'État est le maître d'ouvrage du PPRL, la définition du centre urbain historique que nous avions proposé et que vous avez adopté en 2015 nous a permis de proposer à l'État de remplacer la zone rouge qui est par définition inconstructible par une zone nouvelle dite rose, NC. Cette zone nouvelle est inédite en France et permettra, en suivant évidemment certaines prescriptions, la construction et l'extension sur les terrains des propriétés concernées par ce nouveau zonage. C'est ainsi 250 maisons, nous avons compté, Jean-François Etienne les a comptées pour moi, pour être très honnête, merci, que nous avons réussi à sortir de la zone rouge, qui était dessinée par l'État. Et on leur donne ainsi un avenir urbain en sécurité. Pour autant, en dehors de cette petite victoire, enfin petite quand on est dans les 250 maisons, j'imagine qu'elle n'est pas petite cette victoire, mais pour les autres, nous ne pouvons que regretter que l'État ne fasse pour le moment aucune modification sur son projet et ne prenne absolument pas en considération les points abordés par les fautaises et les fautés. D'où, chers amis, l'importance de votre mobilisation lors de la prochaine enquête publique à faire parvenir à l'un de ces 5 commissaires enquêteurs, il y en a 5, toutes les remarques que vous auriez déjà fait parvenir au préfet de Vendée. L'enquête publique est programmée du 23 janvier au 3 mars. Approbation du PPRL envisagé par l'État fin avril 2017. Et ce qui donnera évidemment l'occasion d'une réouverture des droits aux subventions pour les zones refuges. J'insiste sur le fait qu'il faut que vous alliez voir les commissaires enquêteurs pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation qui était un peu compliquée lors de la fin de la dernière réunion avec l'État où vous étiez vraisemblablement,
où le préfet est venu nous voir tous les deux en nous demandant s'il n'y avait pas que le maire et son premier adjoint qui étaient excités et qui revendiquaient contre le PPRL, parce que dans le cahier qui était offert à la population pour y faire des remarques, il n'y avait que 11 réclamations. Ils nous ont pris pour des excités. Donc nous sommes tous avec vous et attachés avant tout à la sécurité. L'équipe en charge de ce dossier veille au respect du principe d'égalité et à l'équité de l'exercice du droit constitutionnel de la propriété. C'est aussi à vos côtés un de nos combats. Nous poursuivons donc le premier de nos engagements municipaux qui est la sécurité. En 2016, c'est 27 nouveaux bénévoles, et on s'en réjouit, qui ont rejoint la réserve de sécurité civile. Aussi, le contrôle de l'entretien des ouvrages sont des objectifs qui nous sont prioritaires et nous nous attachons à ce que le système de protection soit efficace dans le cas d'un événement qui serait supérieur à Xynthia. Alors après la digue Est réalisée en 2014 et 2015, la digue du Platin en 2015 et 2016, nous venons de remettre à niveau la digue F, située entre l'ancien camping et le lieu de commémoration. Elle protège le cœur de la commune. Excusez-moi, elle protège le cœur de notre commune, je disais, et en crête, elle permet une piste cyclable nouvelle. Depuis 2014, on n'oublie pas que le coût des travaux s'élève à 4,5 millions d'euros, mais Patrick, je te laisserai le soin d'y revenir tout à l'heure. En parlant de piste cyclable, une première boucle est déjà réalisée par la communauté de communes entre la rade d'Amour et l'extrémité bitumée du boulevard de la Forêt. Les Fautés et nos amis touristes qui l'ont pratiqué ont exprimé unanimement le plaisir qu'ils ont eu à pérégriner, découvrir ou redécouvrir nos beaux paysages. Nous comptons évidemment améliorer encore notre offre en 2017, mais là encore je te laisserai le soin d'en parler. Et on voit d'ailleurs Jean-François Etienne et Marielle qui pédalent sur cette belle piste. En parlant de pistes cyclables. Non, j'en ai déjà parlé. Je vais parler de nos amis touristes tout à l'heure. Ce qui m'amène à évoquer la construction de l'aménagement de l'aire de camping-car des Pins en centre-ville, qui accueille les propriétaires de ces véhicules toute l'année et qui contribue au développement économique. Ouvert le 13 juillet 2016, donc c'était un peu tard dans la saison, le système de paiement et domotique fut opérationnel seulement le 17 juillet, ce qui était encore un peu plus tard dans la saison. Ceci dit, ces travaux subventionnés à 80%, je le rappelle, ont permis en moins de 6 mois 1062 entrées, une moyenne de 8 camping-cars par jour, une durée moyenne de 2 jours par séjour, un chiffre d'affaires de 19 000 euros de recettes, et des recettes communales de 12 000 euros, ce qui nous permet d'amortir en moins de 4 années la part communale de l'investissement. C'est juste pour donner une réponse à certains fantasmes. En des temps où les dotations d'État se font évidemment de moins en moins généreuses, je rappelle qu'investir dans des équipements de services de qualité qui répondent à un réel besoin et qui rapportent, admettons, chers amis, que ça a du sens. À propos de bon sens, la porte des Chardons, c'est l'intersection entre la route de la Pointe d'Arcet et de la rue des Chardons. Eh bien, ce nouveau carrefour et ces 2 aires de stationnement répondent à 3 objectifs. Ils sécurisent la circulation des piétons aux abords de l'accès, l'accès à la plage des Chardons, et qui permet aussi un meilleur flux de circulation pour les véhicules qui se dirigent vers le port, plus loin, et vers le golfe. Et puis, preuve en est de son utilité, l'occupation des stationnements de ce site a été très importante dès la saison 2016, on a pu le voir cet été. Toujours dans les travaux, la maison du port est complètement terminée, elle est livrée, elle accueille déjà 3 associations du port, Cœur de Mer, la Nave et l'association des plaisanciers Fautés, ce qui a permis cet automne d'enlever les disgracieuses baraques du port. Des associations diverses aussi utilisent régulièrement la grande salle, on ne la voit pas là, la grande salle du rez-de-chaussée pour des réunions ou des manifestations privées, et ces travaux-là encore ont été subventionnés à 80%. La maison technique, qui est à côté de la maison du port, ce sont des locaux techniques du port et du golfe qui sont livrés aussi. Nos équipes techniques vont y travailler dans les mois qui viennent, ils permettront la bonne efficacité des nouvelles activités portuaires et golfiques. Enfin, c'est la maison du golfe qui est en voie d'achèvement afin de créer un lieu chaleureux, convivial, à la double vue panoramique sur le port et sur le golfe, qui accueillera le clubhouse, le pro shop, le bar et le restaurant du golfe, et qui, n'en doutons pas,
sera un site emblématique. Et à propos du golf, aucun d'entre vous n'a pu manquer de suivre l'évolution du chantier du golf de la Presqu'île. Désormais, le paysage se dessine chaque jour un peu plus avec les plans d'eau, les plantations, les arbres mémoire, les 9 greens posés et sablés, le practice, le terrain d'entraînement du Citrou, du pitch and putt, afin que tout soit prêt pour tenir l'engagement municipal d'une ouverture du golf aux vacances de Pâques. Retenez la date du 25 mars, jour de l'inauguration de cet équipement, qui donne un nouveau paysage à notre commune et n'en doutons pas, un véritable renouveau touristique. Le golf et la maison du golf sont là encore financés à 80% par des subventions extérieures que nous avions négociées et que tu avais négociées dès le début du mandat de l'équipe municipale. Nous avons travaillé activement aux questions de l'exploitation du golf et à cette fin, nous avons créé une société publique locale nommée le Golf de la Presqu'île avec la participation de la commune de l'Aiguillon qui en détient quelques actions. Et on s'en réjouit. Toujours dans le domaine du sport, les travaux de la salle de sport ont débuté avant l'hiver et seront bientôt terminés. Les nouvelles ouvertures et l'isolation rendront l'équipement plus confortable à l'usage et on envisage encore d'améliorer l'intérieur, c'est en projet. Parlons aussi des travaux du pavillon des Dunes. C'est ici, c'est la salle dans laquelle nous sommes actuellement. Je vais vous demander de lever les yeux et vous rappeler. Rappelez-vous l'hyper-résonance de la salle lorsque vous parliez à 3 et qui vous faisait croire que vous étiez 50. Eh bien, les travaux d'isolation phonique permettent à présent un nouveau confort acoustique que vous avez sans doute déjà constaté. Fini l'écho insupportable qui rendait la perception du son inconfortable aussi. À présent, vous saurez que vous n'êtes que 3. Voilà. Toujours dans les équipements de service, je rappelle les travaux du CIVOM, c'est-à-dire le travail, la synergie des compétences de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer, de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. Cette année a vu la livraison d'un équipement high-tech quasi unique en France, capable de recevoir les eaux usées et les boues de nos 2 communes. La nouvelle station déshydrate à 85% les boues, en fait des granules sèches qui repartent dans la filière des engrais agricoles pour fertiliser les terres. Ce cycle vertueux, environnemental, est exemplaire. Au-delà du service qu'il remplit, et qui est rempli, c'est une réelle contribution à la préservation de notre planète, à la bienveillance que nous devons à nos enfants et au respect des générations futures. Une autre avancée dans les travaux communs avec l'Aiguillon, la maison de santé. Un architecte local a été retenu et nous fait ses premières propositions. Il nous faudra à présent être à l'écoute des professionnels de santé afin que l'équipement soit de bon sens, fonctionnel et adapté aux besoins qui nécessitent l'exercice de leur mission. Un permis de construire sera déposé prochainement afin d'autoriser l'édifice qui viendra compléter l'espace déjà existant de la maison du juge, avenue de Bellevue. Ainsi, l'Aiguillon et la Faute travaillent ensemble et regardent dans la même direction parce que beaucoup de leur histoire et énormément de leur avenir sont communs et étroitement liés. En 2016, nous avons lié aussi notre avenir à 43 autres communes, en formant ensemble la communauté Sud-Vendée Littoral. Ce sont 4 Comcom voisines qui se sont réunies dans le cadre de la loi NOTRe. Le travail au sein du conseil communautaire m'a passionné personnellement. Parce que je suis convaincu que c'est avec nos voisins que nous devons préparer l'avenir. Puisque la Faute-sur-Mer maintenant, elle avait 3 représentants et maintenant elle n'en aura plus qu'un, je te souhaite, Patrick, le meilleur pour nous représenter seul. Nous comptons sur toi afin de défendre au mieux les intérêts du territoire. Et je rappelle que l'impact pour chacun d'entre nous est déjà sensible. Et je te laisse nous en parler tout à l'heure. Revenons à la Faute, à ses plages et à ses étés. Les animations de l'été 2016 ont connu un franc succès. Il suffit de lire les commentaires des plus de 2000 fans de la commune sur le Facebook de la Presqu'île pour s'en rendre compte. Pour accueillir chaque jour tout le monde, nous avons pu compléter notre offre de stationnement d'été gratuit en ouvrant les 400 places du parc de 8h à 19h, et ce durant toute la saison. 32 spectacles de qualité se sont déroulés chaque soir sur la commune et ont attiré
plus de 13 000 spectateurs assis. Le feu d'artifice du 13 juillet a réuni environ 9 000 spectateurs. Nous avons connu 3 concerts qui se sont déroulés à la chapelle, oui. Et l'orchestre de Vendée est venu jouer le 30 octobre dernier. Les Teen Nat d'été, le mercredi soir au pavillon des Dunes pour les ados de 13 à 18 ans, ont connu une fréquentation très importante lors de chaque soirée, on imagine. La rando gourmande organisée par la commune et les 6 associations qui ont participé fut un franc succès de convivialité et de rencontres. L'événement est gravé dans les mémoires vraisemblablement des 270 participants et de tous les bénévoles qui ont donné du cœur à cette journée. Je tiens, Monsieur le maire, à remercier d'ailleurs toutes les associations qui ont aidé au succès de cette animation, mais aussi des autres, aux commerçants de la commune, aux commerçants de la commune et à tous les acteurs qui ont fait la réussite économique de la saison, comme à ceux qui, courageusement, portent la vie commerciale d'hiver. J'ai une pensée toute particulière pour Bernard Leclerc, votre adjoint, notre collègue, mon ami, mon pote, qui est le chef d'orchestre, que dis-je, l'homme orchestre, des animations, il est au fond de la salle, là, il se cache, d'été, et qui donne depuis 3 saisons un ton bien sympathique et festif aux étés de la presqu'île et aux différentes générations qui la visitent. Rappelons-nous enfin que c'est Bernard qui œuvre et qui va chaque année chercher le pavillon bleu pour la commune. Il fait bien d'autres choses, alors merci Bernard. Les animations sportives ont également été très fréquentées. Les 24 heures de roller ont explosé le record du nombre de participants avec plus de 600 sportifs et ont fait de la Faute-sur-Mer une étape importante des championnats de France qui se sont déroulés d'ailleurs en octobre. En 2016, ce sont plus de 4500 cours de char à voile, de paddleboard, de kayak de mer et de pirogue qui ont été assurés avec dynamisme et engagement par nos 2 moniteurs diplômés d'État. Notre centre nautique municipal, au travers de nombreuses activités proposées, assure une offre touristique qui est unique dans le sud-Vendée littoral. L'évolution des pratiques et des conditions techniques nous amène à moderniser un peu plus, Patrick, en 2017, nos équipements. Voilà, mon cher Patrick, le survol de l'activité qui fut développée lors de l'année 2016, et ce fut une activité dense, qui permet d'envisager l'accélération que nous allons connaître et que nous voulons en 2017. Comme si ça ne suffisait pas, hein, on en rajoute. Je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues élus. De chacune des commissions, vous qui participez activement et efficacement à la vie municipale et à la mise en place des projets des commissions, je vous souhaite le meilleur pour 2017. En votre nom, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des services qui, sous la direction de Nathalie Guillet et de Jean-François Etienne, nous aident chaque jour de l'année à atteindre nos objectifs. Chacun a su s'adapter au rythme soutenu qu'imposent nos choix et nos décisions. Le tempo de travail que nous vous imposons, vous le subissez forcément. Les besoins de la population augmentent, mais les moyens pour y répondre diminuent. Vous êtes le curseur d'ajustement afin de compenser ce déséquilibre. C'est vous et votre précieux travail qui servez. Alors, avec sincérité, merci. Merci aux services techniques, merci aux services administratifs, merci aux équipes de plage, merci à l'école de char à voile, merci à chacun d'entre vous pour votre investissement et votre fidélité au projet. Merci de vouloir vous parfaire, à l'image de Jean-François Etienne qui vient d'être reçu au concours d'ingénieur territorial, donnant encore un peu plus d'expertise à tous nos dossiers difficiles et complexes. Mon cher Patrick, je conclus avec toi, en te souhaitant du fond du cœur le meilleur afin de garder fidèlement notre cap. Celui pour lequel la population nous a élus, celui qui est de répondre en efficience à chacun des 25 points, chacune des 25 promesses de notre programme, et qu'à la fin de ce mandat, nous puissions tous avoir la satisfaction, la seule qui vaille, c'est-à-dire celle d'être en accord avec une phrase qui m'est chère: on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. J'ai été un peu long, mais par respect pour ceux qui ont participé et œuvré à la vie municipale, il me paraissait important de parler du fruit de tout ce travail. Que l'année soit belle et qu'elle vous préserve tous. Un chaleureux clin d'œil à l'Aiguillon, à toute son équipe
et à toute sa population. Vive la Faute-sur-Mer. Patrick, je te laisse la parole. Merci, merci Laurent. Merci pour ce survol. Alors d'abord pour le survol. Merci à Sandrine qui lui a fait un beau cadeau pour son anniversaire, ce qui a aidé à mettre en scène le survol. Vous n'avez peut-être pas remarqué qu'un certain nombre de photos sont assez étonnantes parce qu'elles ne sont pas prises du sol, elles sont prises grâce à un cadeau que Sandrine a fait à son mari. Et je voulais factuellement remercier de ce survol. Merci Laurent pour ce bilan, pour sa densité. Merci aux élus de l'équipe, au service, qui malgré les diminutions de moyens, tu l'as dit Laurent, ont su maintenir leur mobilisation, c'est important, et atteindre l'essentiel des objectifs que nous avions fixés. Tes propos, Laurent, au début de ton propos, à mon intention, me touchent, je t'en remercie. Mais je voudrais ici, devant vous toutes et tous, vous dire que ces qualificatifs, je les partage avec toute l'équipe municipale, avec toi, Laurent, bien sûr, avec Bernard, avec Béa, Sam, Françoise, Jean-Claude, Jean-François, Daniel. C'est tous ensemble. C'est vraiment tous ensemble que notre travail collectif nous donne cette énergie, cet élan. C'est un vrai travail collectif et je voulais ici vous le dire et vous en remercier. Quelques pistes d'orientation pour notre action locale en 2017 comme convenu. D'abord les questions de sécurité parce que c'est ici à la Faute-sur-Mer un préalable qu'on n'oublie jamais et je voudrais vous redire notre engagement mais aussi notre vigilance sur les questions de sécurité. Laurent l'a dit, vous en avez vu les images, la digue F a été consolidée et notre plan DIC se poursuivra dans le cadre de la loi GEMAPI qui transfère à l'intercommunalité la compétence de la prévention des inondations. C'est un sujet, chers collègues maires, et je pense à toi Brigitte notamment, qu'on aura à traiter puisque le transfert est pour 2018. Nos protections, en même temps, notre obligation de sécurité ne doit pas être une peur de vivre dans la presqu'île. Nos protections sont désormais en hauteur au bon niveau, 5,10 m NGF, mais nous devons poursuivre nos actions de prévention, elles sont indispensables. Elles le sont par le réseau de voisinage dont on a parlé, que le Conseil des sages avec Jean-François a animé, 45 membres du réseau de voisinage, par la réserve communale. C'était un peu l'élan de 2016, hein, puisqu'on avait une réserve communale assez rétrécie, à peine une dizaine de membres. Désormais, 27 membres sont dans la réserve, et je les en remercie, pour accompagner la population, notamment celles et ceux les plus fragiles, parce qu'il faut toujours penser au pire, et il faut surtout se préparer à accompagner celles et ceux qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes de compréhension. Et le réseau de voisinage et la réserve communale sont là, et elles nous aideront à assurer la question de sécurité, y compris dans la prévention, parce que si notre presqu'île est magnifique, c'est aussi un territoire qui reste fragile entre la rivière et l'océan. Merci à celles et ceux qui s'engagent, donc je le redis, et surtout, on le dit avec l'équipe très souvent, tous les jours, n'hésitez pas à nous alerter sur des questions de sécurité, elles sont préalables à l'action municipale. Venez nous dire que votre voisine, par exemple, est en ce moment en difficulté de santé. Alors, c'est pas, on le fait naturellement en respectant la confidentialité des informations, mais c'est important de savoir concrètement comment on accompagne les personnes au plus près. Merci à Samy qui n'a pas pu être là. Il est de garde aujourd'hui pour son professionnalisme sur ces questions. Sur le chapitre concernant la sécurité, je reviendrai en quelques mots sur le plan de prévention des risques littoraux dont Laurent a parlé fort bien. Nous comprenons, il faut qu'on soit clair, le sens et l'utilité d'un plan de prévention de la responsabilité de l'État. C'est son rôle, il faut l'assumer. Mais nous regrettons avec l'équipe municipale la logique technocratique, Laurent l'a justement noté. Nous contestons ce qui est imposé par Paris sans discernement avec la réalité locale, encore plus à la Faute-sur-Mer, parce que malheureusement il y a eu un drame à la Faute-sur-Mer. Et puis nous nous interrogeons sur l'impossibilité, ici,
malheureusement comme ailleurs, mais l'ailleurs est français, il n'est pas européen, parce que dans d'autres pays européens, on sait, dans ces situations de fragilité, innover pour l'habitat et adapter par de l'innovation dans l'habitat les risques d'inondation. Je pense toujours à cet exemple, pardon de le citer, mais ça me marque, on a encore vu son fils l'autre jour. Je pense toujours au lotissement inconstructible de notre regretté Tata Vmoussion, qui est un non-sens, puisque ce lotissement qui n'est pas constructible, qui risque de ne pas l'être, est enclavé au milieu de maisons. Soyez donc avec nous mobilisés, Laurent l'a dit fort justement, lors des prochaines étapes d'enquête publique. Nous avons besoin de votre parole, vous avez besoin de vous exprimer pour ne pas être tous les deux les seuls Gaulois déchaînés contre l'État central. Vous avez compris que nous avons besoin de votre expression à cet égard. J'étais avec toi, Maurice, jeudi dernier, à l'hôtel de région, une maison que je connais bien, chez le président de région, Bruno Retailleau, pour aborder le projet Littoralis, dont vous avez entendu parler dans la presse notamment. Comme Maurice, je regrette l'abandon par la région de ce projet initial qui a été défini avec vous, hein, puisque ce n'est pas venu de l'extérieur, c'est venu de réunions de concertation. Maurice l'a fort justement rappelé à Bruno jeudi dernier. Ce projet était cohérent, il contribuait à la bonne compréhension de notre littoral, de la culture du risque, qui est un sujet important, je l'ai rappelé un peu fortement et vivement à Bruno jeudi dernier, et du nouvel élan touristique indispensable ici pour retrouver notre place. Je serais presque convaincu par le discours du président de région sur le financement des digues, parce qu'il nous a dit qu'il faut financer les digues. Et je serais presque convaincu, vous avez vu, le mot est bien calibré, si ce dernier, président de région, désormais, accepte ici à la Faute-sur-Mer et à l'Aiguillon de couvrir la part communale, c'est-à-dire la part communale du financement qui revient aux communes, 30%. Nous n'avons plus les moyens, ni à l'Aiguillon, ni à la Faute, de couvrir les 30% de part de financement. Si Bruno Retailleau, président de région, les couvre, je m'en serais tout à fait satisfait. Ceci étant, Maurice, un autre projet pour Littoralis est possible, tant mieux. J'apporterai toute ma contribution à sa réussite dans la clarté des engagements pris jeudi dernier. Bruno Retailleau, à ma demande, par ailleurs, m'a indiqué qu'il ne remettait pas en cause les investissements sur nos cheminements extérieurs qui s'appellent, pour les plus initiés, Littoralis hors de ses murs ou le parcours Littoralis. Alors il s'agit de réaliser quelques équipements assez simples, des belvédères, la mise en scène de points de vue sur l'estuaire, notamment sur la Belle Henriette, des passerelles. Et à la Faute-sur-Mer, ces trois sites étaient visés sur la digue du Parc, sur la rade d'Amour, mais surtout sur la Belle Henriette. Je me réjouis du fait que le président de région m'ait indiqué qu'il maintenait son engagement sur ce qu'on appelle Littoralis hors de ses murs, car ces projets sont importants et attendus, notamment dans le quartier de la Bergerie, par les opérateurs de camping autour de la Belle Henriette, au nord de notre commune. Et si ces engagements sont tenus, ils devraient nous permettre d'assurer, dans de meilleures conditions, les passages pour la plage. Alors, il s'agit d'un engagement pris jeudi dernier. Pour ma part, et je l'ai dit au président de région, je ferai un point avec vous de ces engagements de Bruno Retailleau le 8 avril prochain, en fin d'après-midi, vers 17 h, je crois, Bernard, puisque, et je vous demande de réserver cette date, puisque nous avons fait le choix habituel, tous les ans, de vous dresser, au-delà d'une réunion de vœux, de vous dresser le bilan de l'action municipale. Et je pense que le 8 avril, j'aurai des informations plus détaillées, y compris sur le programme de réalisation de Littoralis hors de ses murs. Réservez donc cette date. Nous serons, je le crois, c'est Bernard qui suit un peu ce dossier, plus précis, et répondrons à vos questions sur l'ensemble de ces dossiers. Parlant de la sécurité du financement des digues, j'ai indiqué la future compétence intercommunale, et je voudrais ici vous dire ou vous redire, puisque certains suivent l'actualité de près, que depuis quelques jours, nous sommes donc membres d'une nouvelle communauté de communes, Sud-Vendée Littoral, c'est un beau nom. Il rassemble désormais 44 communes de l'île d'Elle à la Tranche-sur-Mer, en passant par la Jaudonnière et Ronay. Je cite Ronay, donc je te l'avais dit, Jean-Yves, parce que, et je pourrais
cité Mareuil, parce que nous avons désormais, Brigitte, Jean-Yves, un vignoble dans notre communauté de communes. C'est quand même quelque chose qu'il faut distinguer et il faut le dire. Voilà, et nous en ferons, merci à Béa d'ailleurs, nous en ferons un geste, puisque il y aura une dégustation de Rhônay, grâce à Jean-Yves, c'est un de ses conseillers, je crois, qui est producteur, et nous pourrons déguster donc au repas des aînés dimanche prochain du Rhônay de notre territoire. Et je pense d'ailleurs qu'il faudra qu'on révise, Nathalie, nos plans d'achat. On négociera, parce que j'ai même appris qu'il y avait du vin pétillant de Mareuil qui pourrait utilement remplacer le vin qu'on achète ici. Il faut penser local et il faut penser communautaire. Donc j'ai le plaisir de vous dire qu'au-delà des contraintes de réunion, on aura la possibilité de déguster un élément d'identité de notre nouveau patrimoine. Je mesure avec mes collègues maires et avec les élus communautaires l'ampleur de la tâche. Je mesure tous les jours en ce moment, afin de construire une identité, un projet pour ce nouveau territoire de près de 54 000 habitants. Le précédent était à 11 000. En abordant positivement cette nouvelle étape de notre territoire, cette nouvelle grande étape, je souhaite que chaque commune soit respectée dans ce grand ensemble. C'est un souci que nous devons avoir en tête tous les jours. Je propose de ne pas livrer la gouvernance de ce nouvel ensemble à d'inutiles et stériles enjeux de politique politicienne. Il faut toujours s'en méfier. Et je souhaite que celles et ceux qui s'engagent dans la direction de ce nouvel ensemble y consacrent vraiment du temps, pas de plan de carrière, mais du temps, de la compétence, de la disponibilité. Parce que ce sujet vous concerne. Une grande communauté de communes vous concerne. Les questions d'économie, de tourisme, les déchets, le SCOT, la lecture publique, la bibliothèque de plage que Bernard négocie l'été, tout ça, c'est la communauté de communes. Parce que tous ces sujets vous concernent, je propose désormais, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, Laurent, Bernard et l'équipe, que nous consacrions dans notre communication municipale, que ce soit les newsletters ou les documents papier, que nous consacrions désormais une partie importante de nos informations municipales aux informations communautaires, à la vie de la communauté de communes. Vous avez, vous aussi, chers amis, à mieux comprendre les enjeux de ce territoire, qui est désormais le vôtre. Nous avons besoin de nous l'approprier. Comme j'ai pu vous l'indiquer dans le dernier journal, parlant de communication, celui de décembre, les suites judiciaires de Xintia sont et seront en 2017 encore une contrainte, seront encore un risque en argent public, seront surtout un temps et une énergie forte, voire folle, que nous dépenserons encore en 2017. Alors, avant de vous dire peut-être quelques mots sur l'essentiel, parce qu'il y a l'accessoire et l'essentiel sur ces dossiers. L'essentiel, ce sont les procédures en cours devant le tribunal administratif, dont une aboutira la semaine prochaine. Je reviens quand même de quelques mots sur l'accessoire qui a fait un peu polémique, semble-t-il, en fin d'année dernière. Ce sont les questions des frais d'avocat dont vous avez entendu parler. Alors, en fait, ces sujets sont techniquement complexes et c'est pas facile quand c'est compliqué d'aborder simplement les choses. Alors, je voudrais simplement vous dire qu'il y a 3 délibérations du conseil municipal en juillet, en septembre, que je vous invite à lire. Hein. Les rapports sont publics, ils sont à votre disposition, ils disent précisément et dans le détail les choses. Je vous invite même à visionner le conseil municipal du 16 décembre qui revient sur cette question et qui est, à mon avis, très précis. Au besoin, je suis à votre disposition, plutôt que d'entendre des mauvaises informations ou laisser croire qu'il y a des informations, je suis à votre disposition. Ces questions sont excessivement transparentes. Vous le savez, depuis plus d'1 an, et jusqu'à l'été, en fait, j'ai négocié avec l'assurance de la commune, dont je ne suis pas le correspondant, coupons court à cette idée idiote, tous les frais d'avocat des procès des Sables et de Poitiers mis à la charge de la commune. Je dis bien, j'ai négocié. Vous savez que j'avais accéléré cette négociation, je vous en avais parlé lors de notre réunion de Pâques. J'ai accéléré cette négociation après l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, qui était très clair, et j'ai conclu ces négociations fin juin. Notre assurance, je dis notre assurance parce que nous sommes engagés contractuellement avec elle, a débloqué à ma demande lors de cette négociation près de 600 000 €, y compris à ma demande, je le dis bien et je l'assume, y compris à ma demande, les 262 800 € que devait payer René Maratier
pour les frais de justice des victimes. C'est la Cour d'appel qui en avait décidé. Je lui ai ainsi évité une situation financière personnelle excessivement grave, et je l'assume. Aussi, la demande étonnante d'un avocat déposée à la fin de l'été sur mon bureau n'est en rien une facture que j'aurais oubliée. Ce n'est pas une facture communale, soyons bien clairs. Elle ne sera pas payée par les contribuables fautais. Si cet avocat dispose d'un contrat pour d'éventuelles prestations que je ne connais pas, c'est un contrat privé passé entre un privé et lui, passé personnellement, pas avec la commune. Je défendrai cette position, celle du conseil municipal unanime, je le dis, unanime, devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris dans les prochains jours, et vous pouvez compter sur moi pour ne rien céder. Alors sur l'essentiel désormais, quand même, quelques mots donc, sur les procédures devant le juge administratif, celles-là sont importantes. Dans quelques jours, le 12 janvier, le tribunal administratif de Nantes fixera le sort des demandes indemnitaires d'une assurance, l'assurance du Crédit Mutuel. Laurent parlait tout à l'heure d'une drôle de manière de faire de cette assurance. Elle demande presque 1 500 000 € d'indemnité pour les dommages de Xynthia et naturellement elle les demande en particulier à la commune. À suivre, ce seront les demandes des parties civiles qui viendront devant le juge administratif, près de 18 millions d'euros. Qui paiera? Voilà la question essentielle. Ça, c'est une vraie question. Sur ces sujets, il n'y a pas de polémique inutile. Eh bien, écoutez, premièrement, je voudrais vous dire que la SMACL, avec qui j'ai négocié positivement les frais d'avocat, maintient, la SMACL et notre assurance, tente toujours de s'exonérer de ses contrats, donc de tenter de ne pas payer les dommages qui pourraient lui être demandés, qui pourraient être demandés à la commune à l'occasion de ses procès. Elle le fait en tentant, en plaidant que les dommages causés par les débordements de mer sont exclus de son engagement contractuel. Vous imaginez la bouffonnerie d'une assurance qui assure une commune qui est une presqu'île et qui prétend ne pas devoir l'assurer parce qu'il y a un débordement d'eau de mer. Donc vous imaginez que je ne suis pas tendre sur cette question. C'est donc aussi un nouveau combat juridique que je mène, et vous pouvez compter sur moi, sur ma pugnacité pour ne rien céder sur ces questions essentielles. Alors, par contre, je voudrais, puisqu'on est en début d'année, c'est des vœux, on essaie d'être positif, vous envoyer un message positif, en tout cas, à ce stade, c'est plutôt un espoir, dans l'attente du jugement le 12 janvier prochain. Je pense et j'espère que j'obtiendrai une condamnation solidaire de l'État par le juge administratif. Si c'est le cas, compte tenu des sommes demandées, seul l'État et notre assurance sont solvables. Vous voyez où je veux en venir. Ce qui nous donnera, si j'obtiens cette condamnation solidaire de l'État, du recul, du temps pour achever le traitement du contentieux avec notre assurance. Si c'est le cas, et j'ai bon espoir, et j'y travaille, ce sera la première mise en responsabilité de l'État sur la partie civile des procès Xynthia, ce serait une victoire. Soyons donc attentifs à ce qu'écrira le juge la semaine prochaine. Si je vous devais ce temps un peu long ce matin sur ces sujets complexes, vous m'en excuserez, c'est qu'il me semble important que vous les partagiez avec nous, parce que même s'ils dépassent de très loin la vie habituelle d'une petite commune, ils nous mobilisent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en même temps, ils mettent en cause les fondamentaux et ils peuvent mettre en cause le contribuable. Donc il faut être particulièrement vigilant sur ces questions. Je voudrais finir en vous faisant partager une certitude sur ces questions. C'est simplement notre acharnement. Je dis bien notre acharnement. Le mot n'est pas trop fort, à ce que les contribuables fautais ne soient pas condamnés financièrement pour ces graves événements jugés et passés. Voilà, vous pouvez compter sur nous sur ce point-là. Plus souriant maintenant, l'état d'avancement des projets du renouveau de notre commune. Laurent en a déjà beaucoup parlé. Je voudrais en même temps fixer quelques repères pour 2017. D'abord, la maison de santé, Laurent vous en a parlé. On a, je crois, une image... alors, c'est pas une image d'une maison de santé qui est faite, parce qu'on a presque le sentiment qu'on peut prendre rendez-vous demain. Là. Non, c'est le dessin de l'architecte, Jean-François. Merci à toi, merci à Maurice et aux équipes de l'Aiguillon. Le projet est désormais sur les rails, on a un architecte qu'il faut maintenant réaliser.
Pour ce qui concerne le parc, l'ancien camping, nous pensions le livrer pour l'été 2017, là encore en mettant la pression. Malheureusement, comme nous l'expliquons dans notre journal de décembre, de nouvelles demandes de l'État, et l'État est propriétaire des terrains puisque c'est le domaine public maritime, nous contraignent à une nouvelle étude qui va retarder les travaux avec désormais l'objectif pour nous d'ouvrir à Pâques 2018. Donc l'engagement, c'est donc d'ouvrir à Pâques 2018. Nous reviendrons dans quelques mois, notamment lors de la réunion du 8 avril, parce que nous saurons en détail quelles sont les conclusions des études, Jean-François les pilotes, Jean-François Etienne cette fois-ci, et nous saurons la manière dont l'État reçoit ces études. Et donc nous pourrons ensemble aborder dans le détail les équipements qui seront dans le parc, et nous le ferons à Pâques le 8 avril prochain. La cible n'a pas changé, il s'agira d'équipements pour la famille, d'équipements pour les enfants et d'équipements pour les ados. La porte des Chardons, Laurent en a parlé, est presque achevée. Celle des Dunes et des Amourettes avec son aire de camping-car seront livrées vers Pâques 2017. Nous gagnerons en place de stationnement, pour nos plages notamment, en fluidité et en sécurité pour la circulation dans la presqu'île. Les études relatives à l'aménagement du port vont bon train. Laurent, c'est ta responsabilité. Une première utilisation pour du stockage de bateaux dans le port à sec sera possible dès cet été. Les travaux de port, quant à eux, se dérouleront sur 2018 et 2019 pour être livrés, on l'espère, à la fin de 2019. Mais le travail de maîtrise d'œuvre est bien avancé. Vous avez une maquette, celle qui est là dans le journal, et naturellement, Laurent notamment, on est à votre disposition pour rentrer dans le détail. Le golf, Laurent en a parlé, est en cours d'achèvement. Il sera inauguré par le président de la Fédération française de golf et par le président de région, avec peut-être le ministre des Sports, j'ai eu cette information récemment, le 25 mars prochain. C'est un samedi, alors retenez pour le moment plutôt, parce que les horaires de train et de disponibilité, mais c'est plutôt une inauguration en fin de matinée. Et puis, je pense que ce sera quand même on fera la fête, parce que c'est un moment important pour la faute, donc retenez des manifestations un peu festives le soir et des animations le lendemain. Idéalement, le golf, Laurent l'a dit, c'est notre engagement, devrait ouvrir à Pâques si la pousse des gazons est satisfaisante, comme nous le souhaitons, comme nous l'espérons, mais comme vous, on fait avec le temps. Vous avez remarqué qu'il n'a pas plu beaucoup depuis l'été, et on a un peu de retard sur les pousses, dont on espère que tout ira bien. En tout cas, l'équipement sera en état de fonctionner et pourra vous accueillir assez vite. On aura d'ailleurs l'occasion, je le dis à mon ami Jean Gabory, ici présent, on aura l'occasion de vous inviter, on n'a pas fixé la date avec Jean encore, à une manifestation pendant les vacances de février, à la Maison du Golf, que vous pourrez découvrir, parce que Jean, qui au-delà d'être un ami est un merveilleux artiste, il nous a fait la gentillesse de donner à la commune, pour la Maison du Golf, deux belles œuvres qui parlent bien de notre territoire. Et nous installerons ces deux œuvres aux vacances de février, Jean, on trouvera la date, et nous en profiterons pour, et je le dis, et je fais un appel public d'ailleurs, Jean, tu m'autorises à le faire, on souhaitait en même temps, plutôt avec Caroline qui a l'art et ce goût particulier en elle, nous souhaitons en même temps présenter un certain nombre d'œuvres de Jean Gabory qui seront exposées dans la Maison du Golf à cette occasion. Voilà pour le golf. Le centre équestre piloté par Béa est projeté, lui, pour Pâques 2018, Béa, et les terrains de maraîchage devraient également être réalisés dans ce calendrier. La piste cyclable autour de la presqu'île va se prolonger avant l'été par un cheminement complémentaire, en tout cas je l'espère, parce que il y a toujours, vous savez, quand on rentre dans le domaine public de l'État avec l'ONF, on est toujours prêt d'y arriver, mais il y a toujours un doute qui traîne. En tout cas, notre objectif, c'est de poursuivre le cheminement complémentaire que vous avez découvert l'été dernier. Cette fois-ci, vous l'aurez, si tout va bien, entre la plage des Amourettes et l'école de char à voile. Donc vous voyez, on va faire un très grand bout, dans le même dessin, dans le même type d'équipement. Et puis, naturellement, la piste cyclable se continuera de manière très correcte sur la digue F
à l'est, puisqu'elle est réalisée. N'oublions pas, après la piste cyclable, le renforcement du matériel de l'école de char à voile opérationnelle au printemps. Voilà, 20 nouveaux chars à voile sont attendus pour compléter nos équipes. Enfin, en première phase de remise à niveau, mais une phase importante, hein, Jean-Claude, la signalétique communale sera remise à niveau parce qu'elle est vraiment en triste état, on ne s'en rend même pas compte, mais elle sera réalisée avant l'été 2017 grâce à ton accompagnement, Jean-Claude. Je sais que tu pilotes ça de près avec Jean-François. Merci également donc, à Jean-François Etienne, qui coordonne ces investissements avec énergie. Merci à l'équipe administrative sous la responsabilité de Nathalie Billet, qui gère les dépenses et les recettes de ce bel ensemble d'investissements complexes. Vous savez, c'est une chance d'avoir pu négocier 80% de subventions pour tout ça. C'était pas objectivement, c'est une chance sur 10,5 millions de travaux. Souvent, des maires de communes me disent « mais comment tu as fait ?» Bah, oui, enfin en même temps, on a été une commune la plus marquée de France depuis la guerre. Donc il faut quand même se dire qu'il était normal qu'il y ait un effort de solidarité. C'est une chance, mais c'est une grosse contrainte, parce que quand on a 80% de subventions, on commence par dépenser 100% avant d'avoir les subventions. Autant vous dire que les équipes administratives se prennent la tête et prennent des cachets d'aspirine pour régler et trouver les bons réglages, notamment ceux de la trésorerie. Je voudrais donc, chers amis, vous dire combien ce travail est important en même temps pour notre commune. Voilà, chers amis, l'essentiel de nos grands sujets pour 2017. Mais vous le savez, la qualité, la renommée, la beauté de notre commune se construit sur 1000 détails de notre vie quotidienne. Les commerces ouverts, j'ai même aperçu Nathalie, je vous remercie, tout à l'heure j'ai cité Dominique, parce qu'il y a du travail, mais merci d'être là aujourd'hui. Les commerces ouverts, les services de soins, les associations, l'ADMR, merci à vous toutes et tous. Je voudrais, en votre nom, féliciter et remercier nos agents communaux comme Laurent l'a fait, également celles et ceux de l'intercommunalité qui œuvrent dans l'ombre. On n'a pas cité par exemple la magnifique déchetterie, c'est un équipement intercommunal avec des salariés de l'Interco. Écoutez, moi j'ai encore discuté avec eux il n'y a pas très longtemps, ils ont le sourire, ils nous accueillent bien et il faut les encourager. J'associe avec plaisir les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les gardes et les agents de nos réserves, ainsi que ceux de l'ONF. L'opinion publique a souvent la dent dure en direction des fonctionnaires. Sachons ensemble reconnaître leur travail, leur engagement, leur mérite. À l'équipe d'élus qui m'entoure, mes très sincères remerciements, mon amitié, mes encouragements. Car vous, chers concitoyens, vous ne mesurez sans doute pas toujours le temps passé par Laurent sur l'urbanisme et la vie municipale. Il est par ailleurs chef d'entreprise, il est par ailleurs père. Par Bernard, sur les animations, alors là, l'été, on n'en parle pas. Vous voyez passer en trombe avec son vélo, mais même l'hiver, il continue son entraînement. Avec Bernard sur les animations, la propreté, le tourisme, et tout ce qui ne va pas, il est là, et c'est un temps fou, parfois trop important d'ailleurs. Il en était également pour Béa, avec le CCS, avec l'école, ce pas des sujets faciles, Béa. Mais elle le fait avec entrain, engagement, avec Samy sur la sécurité, avec Jean-François, que j'ai plaisir également à saluer, sur les problèmes de santé qui sont toujours d'une grande complexité. Sur le Havre, je salue le président du Havre, et Jean-François est un de ceux qui suivent régulièrement ces dossiers. Et puis l'animation du Conseil des sages qui a produit, y compris des résultats sur, on l'a dit tout à l'heure, la sécurité. Françoise avec le tourisme et le commerce, Jean-Claude Joly avec la circulation et la communication, Daniel avec l'urbanisme et le secrétariat du conseil municipal. Merci à eux et comme Laurent l'a dit, merci et mes excuses à leurs conjoints, à leurs familles. La vie municipale prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est sans doute plus facile de ne rien faire ou de ne pas faire de choix que d'assumer des décisions. Je crois que la marque de notre action municipale, depuis 3 ans bientôt, c'est justement la transparence de nos décisions, la réalité de notre action. Décisions et actions pour défendre les intérêts communaux autour des procès Xynthia. Décisions budgétaires avec la baisse incontournable de près de 30% de notre budget, parce que les recettes communales se sont écroulées depuis Xynthia, et qu'il faut équilibrer le budget. Nous ne sommes pas à l'État ici. Décisions urbaines avec le plan local d'urbanisme et nos positions sur le PPRL. Décisions et actions sur les digues et la sécurité pour la commune avec le plan digue et avec le travail de mémoire indispensable et de résilience. Décisions et actions sur l'environnement, sur l'éclairage, sur la propreté. Décisions et actions sur les projets ambitieux pour le renouveau de la commune.
pour lui permettre de retrouver une notoriété qu'elle n'aurait pas dû perdre. Décisions et actions également, tous les vendredis, sur les 1000 détails de la vie communale lors du bureau municipal. Ce rythme n'est pas confortable, il faut que vous en ayez conscience pour nous élus. Et vous trouvez peut-être aussi parfois que ça va trop vite. Et en tout cas, vous nous le dites souvent, que nous ne sommes pas assez disponibles. Mais on ne peut pas assumer à la fois des décisions et un travail énorme et être dans la rue à parler avec plaisir, mais nous n'en avons pas toujours le temps. Je sais cela et j'en mesure chaque jour la charge, mais je veux ici vous redire, presque 7 ans après le drame de Xintia, que le temps a joué et peut encore jouer contre nous, contre notre territoire, contre notre économie touristique, contre nos emplois. Nous l'avons encore constaté avec le chiffre encore en baisse de la population au 1er janvier 2014. Être utile aujourd'hui pour notre communauté, c'est pas seulement être utile nous les élus, c'est être utile nous ensemble pour notre communauté, c'est être ensemble ardemment mobilisés avec intelligence, avec respect, avec l'esprit de concorde, en assumant le passé pour bien préparer l'avenir. Ce vœu, je souhaite en ce début d'année le partager avec vous toutes et tous ce matin pour 2017. C'est ensemble, avec lucidité, que nous pourrons gagner les uns avec les autres, jamais les uns contre les autres. Je voudrais finir, chers amis, cher Guy, cher père de Monchy, en n'oubliant pas notre communauté, toute notre communauté. Marie-Thérèse a trouvé les contributeurs pour retrouver son timbre et son cerveau. Je crois que c'est ça, hein, père, le cerveau. Elle sera prochainement restaurée. Alors qui c'est Marie-Thérèse? Je parle bien sûr de la cloche de notre chapelle qui égrène le rythme de la vie. Avec donc un rythme de vie apaisé et serein, il me reste au nom des élus, des agents communaux, en mon nom, à vous renouveler mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Et bonne année donc pour 2017.